Salut à toutes et tous, aujourd'hui on va plonger ensemble dans une révolution silencieuse mais puissante, l'IA générative en local. Oui, vous avez bien entendu. Grâce à Windows AI Foundry, Copilot et des puces NPU ultra performantes, vos appareils vont devenir de véritables hubs d'intelligence autonome. Grâce à Frédéric Wicker, un collègue de chez Microsoft, on va parler d'agents locaux, de scénarios hybrides, de modèles intégrés à Windows et surtout de cas d'usage concrets. Que ce soit de la génération de texte, du traitement d'images, de la traduction vocale, mais aussi de la recherche sémantique ou encore des outils tels que Recall ou Paint boostés à l'IA. Que vous soyez développeur, architecte cloud ou simplement curieux de voir comment l'IA peut transformer vos laptops en copilot intelligent, cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et c'est parti pour un tour d'horizon de l'IA générative en local avec Frédéric Wicker. Preview. Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Wicker. Aujourd'hui, je suis chef de produit technique sur Surface et Copilot plus PC et on va voir pourquoi en fait je suis passé de Azure à l'équipe Surface et pourquoi je fais toujours en fait de l'Azure et un peu plus d'autre chose aujourd'hui. Donc on va parler du développement d'IA en local avec ou sans agents et donc je vais juste rappeler à nouveau quelques b.a.-ba, on va dire, sur les agents. Alors, vous avez vu déjà pas mal de sessions, donc c'est juste un slide, donc je ne sais pas grand-chose. Vous savez tous maintenant qu'un agent, c'est un LLM, et là, moi, j'ai envie de dire, ou autre chose, c'est-à-dire un SLM, un Small Language Model. Donc, moi, je vais faire du Small Language Model essentiellement. Ce sont des instructions, système souvent, safety, et puis un prompt donné par l'utilisateur, mais déjà, on a un prompt système ici, et des outils, si nécessaire, et ces outils, on les a en bas. Donc, c'est soit des outils qui vont nous permettre de rajouter de la connaissance à l'agent, ou LLM, puisque le LLM n'est ni une base de connaissances, ni un moteur de recherche. Donc on va trouver de la connaissance grâce aux outils. On va pouvoir faire des actions, envoyer des mails, je ne sais pas quel type d'action vous avez déjà présenté dans les autres sessions, mais tout type d'action qui peut être de la création, de l'ajout, de la suppression, de l'édit, le CRUD en fait. Généralement, c'est juste de la génération qu'on utilise. Si on ne fait pas d'agent, là, on va jusqu'à l'action. Et puis la mémoire, c'est quelle est la partie de contexte qu'on veut lui donner à cet agent-là. Et là, il y a plein de patterns en sachant est-ce que c'est l'agent qui détient lui-même le contexte ou est-ce que c'est un super agent qui détermine le contexte global de la discussion. Donc, il y a beaucoup de patterns autour de ça. Donc, avec en entrée ce que vous allez vous envoyer comme message et en sortie le résultat que vous attendez. Ce message que vous passez en entrée, c'est soit vous, le user, soit un autre agent. Donc là, dans la collaboration agent avec agent, que vous avez vu soit avec Semantic Kernel, soit avec Autogène, qui vraiment les orchestrateurs qui permettent de faire du multi-agent, ou un événement système. C'est-à-dire qu'on attend un mail qui arrive, une heure précise, ou une notification sur un device ou sur Teams, et hop, les agents se mettent au travail, j'ai envie de dire. Et nous, en tant qu'utilisateurs, finalement, on pourrait s'appeler des agents humains, et on est un peu des agents. Voilà. Donc vous avez vu qu'avec Semantic Kernel, donc déjà Azure AI Foundry, avec Azure AI Foundry, vous avez une plateforme pour héberger ces agents-là, et les manager, et les évaluer, et les sécuriser. Et cette Azure AI Foundry a la capacité d'intégrer d'autres orchestrateurs, qui sont Semantic Kernel par exemple, ou j'allais dire Langchain, pourquoi pas d'ailleurs aussi, et aussi Autogène. Ouais, un lapsus, mais parce que je ne fais absolument pas de Langchain. Moi, je fais du Semantic Kernel depuis que c'est en version 0.0, et je fais de l'Autogène depuis quelques temps. Et voilà, donc là, j'ai un nouveau device, donc je n'avais pas grand-chose installé. Et habituellement, toutes mes démonstrations que je fais en physique, je les fais en mode déconnecté, ce que je ne vais pas pouvoir faire là. Vous imaginez pourquoi. Donc, je vais faire des démos qui marchent en local, faudra me croire. Et j'ai une vidéo, en revanche, d'une démonstration complète. Et dans la vidéo, du coup, vous verrez que je peux me déconnecter en réel. Donc, je travaille côté Surface. Sur Surface, c'est les devices. Et notre stratégie, c'est de dire sur les devices, les PC, si vous voulez, ou les tablettes, ce ne sont plus une commodité, mais une stratégie. Et une stratégie, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est une stratégie dans l'entreprise. Et les devices aujourd'hui permettent un nouveau scénario qu'on n'avait pas forcément avant, c'est d'utiliser de l'IA en local et de l'IA dans le cloud, ce qu'on peut nous on appelle de l'IA hybride. Donc attention dans le vocabulaire de temps en temps. Nous, quand on dit, côté device, côté Surface, quand on dit IA hybride, on pense à local plus cloud. Et souvent, quand on entend hybride AI, on peut aussi penser à du multi-LLM ou du multi-cloud. Donc juste attention sur le vocabulaire. Donc dans ma bouche, hybride AI, c'est local plus cloud. Donc, comment c'est possible alors? Ce n'est pas nouveau, on fait de l'IA en local évidemment depuis longtemps. J'ai un laptop de gamer sur lequel je fais de l'IA depuis des années, sur des modèles d'inférence qui ne sont pas très gourmands,
sur des entraînements de données qui n'est pas un gros volume de données. Mais depuis qu'on a l'IA générative, les LLM ou maintenant aussi les SLM, la manière d'utiliser l'IA en local est un peu différente parce qu'on n'a jamais vu de modèle aussi gourmand finalement que les SLM ou les LLM. Alors on va parler juste de SLM en local. C'est pour ça que l'industrie, on a travaillé avec Qualcomm, on a travaillé avec Intel, on a travaillé avec AMD pour créer des nouveaux processeurs ou rajouter sur les chipsets existants une nouvelle puce qui est dédiée au process de l'intelligence artificielle, au process des réseaux de neurones. Donc vous avez, comme d'habitude, la CPU, qui est pas faite au début pour traiter de l'inférence. Alors on peut l'utiliser pour de l'entraînement, et la GPU aussi, mais c'est pas fait pour de l'inférence. Ça fonctionne, et vous verrez, vous faites des démos, il y a plein de modèles où ça fonctionne. Alors, je vais juste couper le son de l'autre PC, parce que j'ai un écho en même temps. Voilà. Donc la CPU n'est pas fait pour ça. Alors j'avais un autre slide où on voyait la CPU tourner beaucoup plus lentement que la GPU, qui tournait beaucoup plus lentement que la NPU, mais c'est très marketing et faux. Donc, donc je ne l'ai pas mis. Donc si vous voyez ce slide-là, vous voyez la NPU qui booste plus que la GPU, c'est pas vrai. Mais à consommation équivalente, je dirais que oui. Donc la CPU, je fais du calcul classique. La GPU, je fais du calcul de tableau. Et la NPU, c'est les calculs de vecteurs. Et la NPU, elle est vraiment spécifique au traitement des réseaux de neurones. Ça ne veut pas dire que je vais utiliser que la NPU. Si j'ai une NPU, ça veut dire que je vais utiliser potentiellement les trois. Je vais prendre un scénario. Ma GPU, qui, par exemple, vous avez une machine avec... là, j'ai une surface... là, je suis sur une surface ARM, hein, sur les démos et toute la session. Mais à côté, j'ai une surface Intel qui contient une carte graphique GPU qui peut faire de l'inférence. Parce que je n'ai pas sur mon ARM sur la GPU. Donc, si j'utilise ma GPU côté Intel, elle va aller très, très vite. Sauf que j'ai intérêt à être branché sur le secteur parce que je vais avoir le ventilo qui va vite se lancer parce que ça consomme de l'énergie. Donc, ce n'est pas un scénario que je peux faire quand je suis en ultra-mobilité ou juste en mobilité. Je fais beaucoup de Strasbourg-Paris, donc je fais beaucoup de trains. J'ai des PC plutôt laptop ou tablette 2 en 1 et je ne vais pas emmener ma tour avec moi ou mon PC de gamer. Et même si je peux le faire avec ma tablette Intel, si je fais de l'inférence avec ma GPU, je pense que sur le trajet qui dure 1h46, oui, scoop, à Strasbourg-Paris, c'est 1h46, c'est pas 2h ou 3h. Voilà, donc Strasbourg est plus proche de Paris que Nice. Un petit clin d'œil. Et donc si je fais ça, en 1h, je pense, 1h30, j'ai fini la batterie, même si elle est annoncée à 20h d'autonomie. Parce que la GPU va faire tourner le ventilo. C'est là qu'on rentre le NPU. Le NPU va me permettre de faire de l'inférence, de l'intelligence artificielle générative, mais pas que, hein, moi je parle ici d'IA générative parce que c'est gourmand en termes de performance, de ressources. Donc je vais pouvoir utiliser des NPU sans devoir me connecter ou mettre sur le secteur et je peux avoir une batterie qui va durer 5, 10, 15, voire 23 heures sur certaines de nos surfaces. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est d'utiliser deux scénarios. Je suis connecté sur le secteur, donc je suis branché, j'ai la pleine puissance, je pourrais utiliser un modèle qui utilise la GPU parce qu'elle va très vite. Je vais entendre mon PC ventiler, c'est pas grave. Quoique par cette chaleur, je le sens. Et autre côté, je suis plus branché, donc je suis en mode batterie. Donc là, je vais demander à mon modèle d'utiliser la NPU. Donc ça, c'est un des scénarios qu'on voit le plus souvent. Un autre scénario, c'est d'avoir de l'IA générative qui fonctionne, encore une fois, quand on est branché avec la GPU pour aller vite, quand on a un feedback user, vous avez un chat tout simplement, donc on veut une réponse rapide. Et puis pourquoi pas la NPU qui va tourner en background, en plus de la GPU. Donc c'est plus l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc je peux avoir un modèle sur ma CPU, un modèle sur ma GPU, un modèle sur ma NPU. Et on va reparler de ce principe-là. Et donc, avec ces Copilot plus PC, c'est comme ça qu'on les a baptisés. Hein. Donc, si vous voulez acheter une machine qui contient un Neural Process Unit, vous pouvez, il y en a plein sur le marché. Donc, ça s'appelle Copilot plus PC, c'est le branding qu'on a mis, qui contient des NPU qui ont un minimum de performance, qu'on les évalue en trillions d'opérations par seconde, en TOPS. Et donc, le plus petit, c'est 40 TOPS. Et aujourd'hui, la machine qui a le plus haut, c'est 48. Oui, il n'y a pas de grande différence. Donc, on peut passer de, on va dire, à peu près 15 tokens par seconde à 20 tokens par seconde sur ce type de NPU. Vous allez voir, est-ce que c'est rapide, pas rapide? C'est juste que c'est très performant versus le nombre de watts utilisés, consommés. Pour illustrer ça, on a sorti dans Windows, parce qu'on travaille fortement avec les équipes Windows, plein d'applications qui vont utiliser cette IA générative. Donc la première application, je ne vais pas toutes les démontrer, mais il y en a plein. Donc il y a des applications qui sont juste dans Windows, on va dire, donc fait partie de Windows, comme le moteur de recherche qui devient moteur de recherche sémantique avec du langage naturel. Donc, dès que votre Windows indexe les fichiers, c'est plus la CPU qui est utilisée, c'est la NPU. Ça, c'est plutôt agréable parce que
Surtout nous, on fait beaucoup de démos, hein, dans notre passé et encore maintenant, hein, Dominique, à chaque fois qu'on lance une démo qui a un index ou l'antivirus qui se lance, c'est au moment où on a besoin de la CPU, évidemment, on dit croyez-moi, ça rame pas habituellement. Évidemment, pendant l'effet démo, ça fonctionne. Ça rame. Donc là, la NPU est sollicitée par l'indexeur, juste pour le coup, pendant mes démos. J'espère que l'indexeur ne va pas se lancer. Et le moteur de recherche qui est derrière, donc le search, il est aussi utilisé par la NPU en langage naturel et il est capable d'aller rechercher dans du texte et dans des images. Pourquoi ? Parce qu'on va indexer le texte et les images. On a un modèle de vision qui est capable de comprendre ce qu'il y a dans les images, ce qui nous permet de créer une application comme Recall, que je vais essayer de vous démontrer, et plein d'autres applications. Alors, par exemple, ici, si je partage mon écran, ouais, ici, vous avez sur mon Windows un Studio Effect. Vous voyez ici, voilà. Et si je l'ouvre, on va avoir une autre caméra, coucou, je peux mettre du blur, voilà, jusque-là, du standard blur. Hein. Je peux mettre des filtres. Moi, je ne le fais pas trop parce que je parais vraiment trop jeune avec les filtres. Ou de l'eye contact en mode téléprompteur. C'est-à-dire que si je me tourne vers le device et que je lis, normalement, mes yeux, s'ils sont assez ouverts et assez proches, on a l'impression qu'ils sont sur la caméra. Ça existe avec NVIDIA Broadcast, mais il me faut une carte NVIDIA. Moi, si j'utilise ma carte, je n'ai pas de carte NVIDIA. J'ai une petite GPU. Par contre, je vais utiliser ma NPU, qu'on voit ici. Donc, on voit ma CPU, ma GPU. C'est normal qu'il bouge, hein, je suis en streaming, c'est normal. Et ma NPU, vous avez vu qu'il y a eu une activité, c'était la partie eye contact et filtre de, comment ça s'appelle ? Le zoom, pas le zoom, le flou, voilà, le bokeh. Vous allez me dire, oui, ça existe dans Teams. Eh bien, si j'utilise le mien dans Surface, je n'ai pas besoin d'utiliser celui de Teams. Et donc, je ne sollicite pas trop Teams, ni la RAM, ni la bande passante. Et je délègue ça à ma tablette ou à mon laptop. C'est ça l'intérêt. Et c'est Studio Effect est disponible sous forme d'API. Donc, si vous créez une application avec une caméra, vous allez pouvoir utiliser tous les effets que je viens de vous montrer là. Plus un autre effet que j'adore. Alors, je n'ai pas besoin de le faire chez moi parce que je crois que vous voyez, j'ai un équipement qui est plutôt correct. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, hein, mais qui est plutôt correct. À part que je n'ai pas de filtre pour le pop. Voilà. Je peux mettre le Voice Focus ici. Alors, ça ne va rien faire sur ce micro-là. C'est le micro de ma tablette, de mon laptop ici Surface, pour faire un focus. C'est-à-dire que si je suis dans un aéroport, dans un train, sur l'e-tour ou ailleurs, vous vous mettez au bar, vous parlez et les gens n'entendent que vous. Donc on fait un focus et l'IA elle va isoler en fait la voix. D'ailleurs, je pense que si je regarde ici, on voit le petit pic, c'est parce que je n'utilise pas vraiment le micro. Je crois qu'il est désactivé de l'autre côté, mais je n'utilise pas du tout le micro de la Surface là, puisque j'ai le mien. Donc ça, c'est un autre exemple qui est intéressant. Donc, soit c'est des applications qui sont dans Windows, soit ce sont des applications qui vont alléger d'autres applications. Donc là, on va améliorer un peu, si vous voulez, la bande passante ou de Teams, hein, puisque ça sera fait par Teams. Et puis, on a Live Caption qui fait partie de Windows, qui vous permet de traduire ce que vous dites dans une autre langue. Alors, aujourd'hui, c'est de n'importe quelle langue vers l'anglais, ou beaucoup de langues vers l'anglais plutôt. Et c'est juste du voice to text. Donc, moi, je vais parler en français, ça va être sous-titré en anglais. Ça existe évidemment aussi dans Teams, mais ça, vous pouvez le faire aussi en local, sans être dans Teams. Vous pouvez le faire si vous avez des réunions autres que Teams, même s'il y a plein d'autres fonctionnalités dans Teams qui sont topissimes. Et puis après, je vais vous montrer d'autres scénarios. Et en plus de ça, d'autres éditeurs, pas que Microsoft, hein, donc nous, on montre la voix avec nos applications, d'autres éditeurs nous ont rejoints dans cette aventure-là. Donc vous avez ici un échantillon des tout premiers éditeurs qui ont intégré de l'intelligence artificielle avec la NPU. Donc je vais en citer quelques-uns, ou surtout les gros marchés. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'éditeurs d'antivirus ou de détecteurs de type fake. Donc ça soit McAfee, Windows Defender, ou je ne sais pas si j'en avais pas vu un autre. Donc CrowdStrike, bon, je ne sais pas s'il faut le citer, mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux avoir Cyberlink aussi, je peux avoir des applications sécurité qui vont utiliser de l'IA sans pénaliser les performances de ma machine parce qu'ils vont utiliser la NPU. Pareil pour Audacity, si vous voulez isoler le son. Pareil pour DaVinci Resolve. Une partie de l'audio, essentiellement une partie de l'audio DaVinci Resolve 20 utilise la NPU s'il y a une NPU, sinon ça utilise évidemment votre GPU. Donc DaVinci Resolve fonctionne sur x86 ou sur ARM. Donc vous pouvez utiliser les deux. On a Cefable, qui est un éditeur qui a témoigné pour nous sur un livre blanc que je pourrais vous partager. OBS Studio, si vous l'utilisez. Teams, on en a parlé, etc., etc. Et il y en a plein d'autres qui vont arriver. Et donc, nous, on croit vraiment à l'IA hybride, donc de l'IA dans le cloud. Donc, vous avez vu, c'est les 3 autres sessions, plus à l'introduction, hein, donc les agents et les frameworks qui permettent de les créer. On a le hardware de l'autre côté, donc full local.
Et puis l'hybride, c'est la possibilité de passer d'un monde à l'autre de façon transparente. Alors, transparente techniquement, puisqu'on veut toujours faire en sorte que l'utilisateur sache où il va. Donc, transparente techniquement, c'est que je peux avoir un speech to text ou un text to speech qui fonctionne en local, parce que je ne suis pas connecté. Et puis au moment où je suis connecté, ça se reconnecte et ça va dans Azure Speech pour utiliser la version Azure de mon speech local. Donc ça, c'est une démo que je vais vous faire, en tout cas au moins que en local, parce que là je l'ai fait full local, la démo. Mais je peux le faire avec d'autres agents. Je peux avoir un agent en local qui fait ce qu'il a à faire quand il est offline. Et puis quand c'est connecté, on passe sur un agent dans le cloud. Donc ça, c'est une démo que je vais faire à la fin, sous forme de vidéo. Et le code source sera bientôt, après cet été, on va dire, disponible, parce que je prends un peu de vacances. Et tout ça, c'est faisable grâce à deux composants. D'abord Onyx, qui est notre framework d'inférence en fait, et d'optimisation de machine learning, de modèles, et d'Azure Execution Provider, qui ne porte pas trop son nom, qui permet justement de passer du local au cloud, ou plutôt d'un modèle à l'autre, avec certaines règles qui sont à vous de définir. Je suis connecté, je ne suis pas connecté. Là, c'est je sais pas, par exemple, une demande de l'utilisateur qui est trop complexe, donc je passe dans le cloud. Si elle est simple, je peux passer en local, puisque évidemment les modèles en local sont moins, ils résonnent moins en fait qu'un modèle dans le cloud. On n'atteindra pas un Azure OpenAI GPT 4.1 en local, hein, même si on a des super modèles, on arrive à avoir des trucs qui ressemblent plutôt à du 3.5 en local, ou du Llama ou autre chose. Alors tout ça, on l'a bundleisé dans un nom qui s'appelle Windows AI Foundry. Donc Windows AI Foundry, c'est l'ensemble d'éléments, parce que vous verrez qu'il y a plusieurs trucs qui me permettent d'utiliser de l'IA en local, avec soit mon propre modèle, soit des modèles qui viennent de Hugging Face ou de notre catalogue ou d'ailleurs. C'est-à-dire que des modèles que vous avez trouvés sur Ollama et que vous avez mis localement par exemple ou ailleurs, hein, les modèles que vous avez créés, soit des modèles qui sont fournis avec Windows. Ça, c'est une grande nouveauté. On fournit des modèles dans Windows. Donc, je vais vous montrer globalement les deux. Donc, Foundry local, qui est le Azure AI Foundry, mais local, c'est-à-dire un catalogue de modèles filtrés en fonction des capacités de votre machine. Un service qui me permet d'héberger ces modèles-là avec la même chose que si c'était OpenAI ou Azure OpenAI, c'est-à-dire une URL HTTP, pas de clé, parce que c'est en local, et vous utilisez Autogène ou Semantic Kernel ou un autre framework, vous avez juste à changer l'URL. C'est ce que je vous montrerai dans les démos. Et puis Windows AI Foundry, Windows AI API. Donc on va voir les modèles Foundry local et le catalogue, et on verra ensuite les modèles qui sont inclus dans Windows. Alors je vais faire les deux. Je viens avec mon propre modèle, on va voir ce que ça implique, donc les avantages et les inconvénients. Et puis je vais venir avec les modèles qui sont inclus dans Windows, on va voir les avantages et les inconvénients. Tous ces modèles qui sont fournis dans Windows AI Foundry peuvent tourner en fonction de leur optimisation, soit sur la GPU, soit sur la NPU, soit sur la CPU, soit les deux. J'ai des modèles qui peuvent tourner sur les deux. Alors évidemment pas en même temps, mais c'est vous qui allez choisir quel modèle vous voulez charger sur quel chipset. En fait. Des fois, j'ai pas le choix. J'ai pas de NPU pour certains modèles, ou j'ai pas de GPU pour certains modèles, ou parce que j'ai un device qui n'a pas la carte graphique qui va bien, etc. Quoi qu'il en soit, vous avez la capacité de prendre un modèle, par exemple Phi 3.5 Instruct par exemple, ou autre, et, j'ai bien dit Phi 3.5, et le transformer, qu'il soit compatible NPU, via un de nos frameworks qui s'appelle Microsoft Olive. Évidemment VS Code. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer jusqu'au bout, mais je vous montre comment faire. Donc là, dans les slides, j'ai juste mis ça, et en cliquant dessus, ça vous emmène sur le bon élément. Donc on a dans Windows AI Foundry, Foundry local, les API fournis dans Windows que je vais vous montrer, donc c'est les modèles intégrés dans Windows, et puis Windows ML qui est la base en dessous qui vous permet de construire ou de convertir des modèles vers ces différents processeurs, NPU, GPU, CPU, donc vos propres modèles. Et j'ai encore quelques slides. Donc voilà comment ça fonctionne Foundry local. Vous avez donc vos chipsets en dessous. Vous chargez le SDK, enfin la librairie Foundry local. Hein, donc il suffit d'avoir un PowerShell ou n'importe quoi, un terminal sur VS Code, peu importe. Vous le démarrez. C'est un service qui fait partie du coup de votre Windows. Et quand vous le démarrez, ce service-là, vous pouvez le démarrer, l'arrêter, le redémarrer, charger les modèles, lister les modèles. Je vais vous montrer. Et une fois qu'on va le démarrer et charger les modèles, ces modèles seront disponibles via une HTTP localhost quelque chose, hein, avec un endpoint particulier, enfin un port particulier, est disponible via n'importe quel SDK que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, j'ai testé avec Semantic Kernel et Autogène, ça fonctionne. Comme je n'utilise pas d'autres SK librairies, je vous laisserai tester, mais il n'y a aucune raison, ça ne fonctionne pas. Dans la documentation d'ailleurs de Foundry local, je crois qu'il y a une implémentation avec LangChain
ou avec Microsoft Extension.ia si vous voulez directement y accéder. Alors, on passe aux démos. Donc, tout le reste, c'est les démos. Non, pardon, j'ai encore quelques slides parce que j'ai des trucs inédits à vous montrer. Alors, on va commencer par quelques démonstrations, mais juste avant, je vais juste prendre le relais avec l'autre device pour faire une démo de Recall. Donc, Recall, c'est une application qu'on a développée qui utilise à fond l'IA sur la machine et qui va vous permettre d'avoir une mémoire visuelle, de transférer, si vous voulez, votre manière de réfléchir, votre manière de vous rappeler de certaines actions directement, en fait, par la mémoire visuelle. Donc moi, je me rappelle que j'étais dans une réunion et que dans cette réunion-là, il y avait un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il avait un polo rouge. Vous voyez qui c'est? Donc je vais taper, c'est quoi la réunion où le gars était en polo rouge? Je ne vais jamais trouver si je vais taper ça dans Outlook ou dans Teams. Surtout avec Outlook, pardon. Donc, alors que si j'utilise Recall, ça sera une recherche visuelle comme le ferait ma mémoire. Alors je vais partager un autre écran, parce que je ne peux pas le faire sur ma machine Corp. Et je vais, pas besoin d'inclure le son, je vais partager. Voilà. Hop, vous voyez un peu les coulisses. Là, on voit notre écran. Ça ne sert à rien, il en est où? Voilà. Je vais démarrer Recall. Donc Recall s'installe localement. Recall est sécurisé parce que je dois montrer ma petite bouille. Donc Windows Hello est obligatoire sur Recall. Pour l'instant, il est en très preview. Et j'ai ici une page d'accueil qui me permet de refaire une recherche en langage naturel. Donc je peux l'utiliser comme ça. Donc si je tape, je ne sais pas moi, j'ai juste mis un mot-clé pour aller vite, il va me retrouver, que ce soit du texte ou du visuel, qui peuvent évidemment avoir les informations qui parlent de ces sujets-là. Soit j'ai une vision comme ça, soit j'ai une vision de timeline. Mais quand j'ai vu cette présentation-là? Donc imaginons ici, là c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure, si je mets slide IA, voilà, je vais retrouver, ah tiens, il y a un slide ici, cliquez dessus. On va revenir sur la version ici, voilà, c'était, je ne sais plus à quelle date. Et vous voyez donc ici, j'ai une action possible, donc je peux sélectionner le texte. Ah, et je n'ai pas toutes les fonctionnalités, donc je vous montre les autres fonctionnalités sur mon device. Je n'ai pas les mêmes Windows. Hein. Un coup, j'ai du bêta, un coup, j'ai du dev, etc. Et je peux cliquer sur différents endroits pour faire différentes actions. Donc, il a ressorti le texte de l'image. Ah, si, voilà. Je peux résumer, créer une bullet list, réécrire ce texte-là de façon casual, formelle ou refine, etc. Mais je peux aussi aller revenir dans le contexte. Donc, si je clique sur PowerPoint, ça va rouvrir. Et là, je ne touche plus, rouvrir la présentation, se mettre dans le bon slide, au bon niveau. Donc imaginez si c'était la réunion de quelqu'un en rouge, je reclique sur Teams, si elle était enregistrée, je reviens dans la vidéo de cette réunion-là au moment où la personne en rouge apparaît sur l'écran. Alors j'ai vu que, j'ai prêté la machine à ma fille, et j'ai vu qu'elle a regardé Netflix. Je ne sais pas ce qu'elle a regardé sur Netflix. Bon, c'est pas top quand je fais des... Voilà, donc ce que je vais faire, je vais lui dire, ici, de plus jamais de prendre de screenshots. Donc déjà, toutes les supprimer, de ne plus les prendre. Et de rajouter Netflix à la liste des applications. Il faut montrer sa bouille quand on fait quelque chose. Voilà. À la liste des applications qui sont bannies de Recall. Donc je peux prendre des applications, des sites web. Par exemple, je ne veux pas que quand il y a le login.microsoft.com, il y a quelque chose qui s'affiche à l'écran. Donc vous pouvez vous choisir quelles sont les applications que vous allez bannir. Ou l'IT choisit quelles sont les applications qui vont être bannies. D'ailleurs, par défaut, Recall n'est pas actif. C'est l'IT qui doit l'activer. C'est pour ça que, par exemple, pour l'instant, c'est en early preview. En Europe, on ne l'a pas, sauf si vous êtes comme moi en dev, Windows Dev ou Windows Beta, et que vous n'êtes pas dans un réseau où la policy IT a désactivé, ou pas activé plutôt, Recall. Par exemple, chez Microsoft, on n'a pas Recall parce que l'IT ne l'a pas encore activé. Pour nous, en France, pour les subs, à Corp, il y en a quelques-uns qui l'ont. Donc ça, c'est Recall. Le reste, je peux revenir sur... j'ai beaucoup d'écrans, alors pas que je me perde. Voilà, sur ce device-là. Et déjà, je vais partager pour tout à l'heure. Et ça, je vais l'enlever. Et ça, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Une autre petite démo, je fais fenêtre Shift S. Alors, du coup, je ne sais pas si vous voyez. Il faudra me dire. Non, parce que déjà... non, attends. Hop, je le mets. Là, je pense que ça doit être bon. Hein. Yes. Donc, vous voyez la petite fenêtre qui s'est ouverte là. Donc, CTRL Shift S, c'est le copie d'écran, vous savez, qu'on utilise pour faire des copies d'écran, alors soit en tout l'écran, soit en sélectionnant. Eh bien, il a évolué. Donc déjà, il y a un truc que moi j'adore, il y a le sélectionneur de couleurs. Parce qu'avant, j'avais soit InnoTrap, soit PowerPoint pour aller sélectionner les couleurs. Donc j'ai le code exa ou le nom de la couleur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, il le met, c'est marrant, il le met en français. Voilà, donc ça, c'est sympa.
Je vais le refaire. Hop, CTRL-SHIFT-S. J'ai également la possibilité maintenant d'enregistrer des vidéos, de capturer des vidéos. Donc quand je fais capture, je sélectionne la zone de mon écran dans laquelle la vidéo va être capturée. Donc ça permet aussi de pas de prendre juste une app ou juste un écran complet, mais juste une portion de mon écran. Donc ça, j'aime bien. Ah, il y a d'autres apps qui le font, hein, mais c'est intégré. Je peux ici lui dire, fais une capture d'écran parfaite. Donc imaginez, je fais ça comme ça. Hop. Là, j'ai l'IA en local qui va... Ouais, je pensais qu'il allait me faire un truc plus sympa. Il me faudrait peut-être une autre image. Si je vais sur... Là. Et oui, j'utilise Bing comme moteur de recherche, vous avez vu. Alors, on va le faire là-dessus. On va dire que je suis vraiment un boulet, que je ne sais pas faire des copies d'écran. Voilà, il a recadré automatiquement sur l'image parce qu'il se dit, c'est peut-être juste l'image que tu voulais. Et je peux faire capturer. Donc là, c'est une IA en local qui fait ça. Donc elle recalibre ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux lui dire, extrais-moi le texte. Donc je vais sélectionner l'endroit. Donc là, c'est que du texte, donc ça va. Et ça, il m'extrait le texte. Je peux copier et coller ailleurs. Voilà, c'est des petits tips que moi j'aime bien. Et puis le dernier truc, c'est d'activer Click to Do. Et Click to Do, c'est une autre application qui est intégrée. Donc, vous avez vu tout à l'heure dans Recall, qui me permet aussi de transformer n'importe quel texte dans une image en texte sélectionnable, de te prendre une image et d'avoir d'autres actions qui vont arriver au fur et à mesure. Là, je pourrais l'éditer dans Photo, utiliser l'IA ensuite pour recalibrer les images, etc. Ou faire une recherche. Donc là, si je tape NPU, il va me rechercher dans l'image. Même si ça c'était du texte, hein, on va dire que c'était une image, le texte qui apparaît dans l'image. Donc voilà, je ne sais pas si vous saviez ça, les captures d'écran. Donc ça utilise à fond l'IA. Et puis j'ai pas mal déjà sur les applications existantes. Je fais souvent des démos de Paint aussi. Ça fait rire, mais je vous conseille d'aller voir vraiment ce qu'on peut faire avec Paint. Bon, maintenant que j'ai fait le teasing, je vais vous montrer. Voilà, donc... Bon, alors, comme dit, c'est une nouvelle machine, donc je vais utiliser Co-Créateur pour créer une image. Donc, je vais lui dire que je vais faire un lion dans la savane. Et là, je vais commencer à dessiner. Donc, je vais le faire avec la souris. Attention, je dessine un lion et je vous jure que je suis un grand dessinateur, donc personne ne rigole. Là, je dessine avec une souris. Donc voilà, mon lion. Attendez, c'est pas fini, hein. Voilà, les yeux du lion. Des petites moustaches. Ok, le corps ici, de côté, voilà. Voilà, et comme je vous ai dit, je suis un grand dessinateur. Donc voilà, j'ai fait mon lion, ici. Donc je peux cliquer dessus, et il fait partie de mon dessin. Voilà, et ça c'est fait en local. Avec donc une IA en local qui utilise la NPU. La seule chose, il faut quand même le faire de façon... Alors ça c'est le gros produit qui a choisi. Il faut quand même être connecté parce que votre prompt va partir dans Azure Content Safety pour des raisons de sécurité. Okay. Voilà. Donc, bon, Paint, et puis il a d'autres fonctionnalités, si vous voyez dans Copilot ici. Donc, création d'images, donc là on va utiliser cette fois-ci GPT-4.1 Image Generation. On va créer des autocollants, la gomme générative, donc si vous voulez gommer de façon très intelligente et recréer ce qu'il pourrait y avoir derrière. Sélectionner un objet de façon aussi, sélectionner l'objet automatiquement, l'objet, le lion ici. Donc ça, c'est des petits trucs qui sont pratiques. Je sais que ça existe dans d'autres outils, mais là, c'est carrément dans Paint. Et je rappelle aussi que dans Notepad, il y a Copilot de cette même manière. Donc maintenant, on va passer au code. Alors, pour le code, on va partir d'une application que vous pouvez tous télécharger, qui est dans le store, qui s'appelle AI Dev Gallery. Donc AI Dev Gallery a pour vocation de démontrer qu'est-ce qu'on peut faire en IA locale, donc sur le device, que vous ayez la NPU ou pas, donc CPU, GPU ou NPU. Donc les premiers trucs qu'on va voir, c'est des exemples. Donc il y en a plein. Donc générer du texte, faire un résumé, du chat avec ou sémantique kernel, de la traduction, blablabla, on travaille sur du texte. Donc derrière, il y a beaucoup de prompts. Okay. On va revenir sur certains exemples. Des smart past, par exemple, ici, je peux copier. Donc je vais prendre ça, je vais le copier. Voilà, je vais faire coller. Et en fait, l'IA en local, elle va dire, OK, bah, je te prends ton texte là, je vais le coller, mais comme j'ai un formulaire, je vais te coller exactement les informations au bon endroit. Bon, le développeur, je crois qu'il a juste oublié le champ City, donc normalement, il n'y aura rien dans City. Bon, voilà. Donc, OK, bon, champ name, pardon. Donc voilà, pour le reste, il a bien trouvé. Donc, un copier-coller intelligent. Et voilà, je trouve ça rigolo. On peut générer du code. Donc, je veux du code en C#, on tape. Et vous voyez ici que je peux utiliser un modèle. Donc, par exemple, avant, je n'avais pas le choix quand je faisais copier-coller. Ici, je peux choisir un modèle. Donc là, vous voyez un modèle Mistral. Mais je peux choisir un autre modèle, par exemple, ici, un modèle qui fait partie de Windows. Et je peux lui demander d'écrire du code.
Donc, call API. Je ne sais pas si, avec mon super prompt, il va faire quelque chose. Donc là, ce qui se... Ah bah si, ok. Voilà, donc vous voyez que c'est moins rapide qu'un mini, qu'un nano ou qu'une autre IA. Mais si je regarde ma NPU, ici, on la voit bosser. Ma CPU et la GPU, elle bosse là parce que je suis dans Teams, encore une fois, que je partage mon écran. Donc c'est la NPU qui bosse. Donc si je n'ai pas de bouton stop, bah, il a fini. Voilà. Donc, hop, et on a un autre petit bout de code qui est vraiment pas méchant. Évidemment, ça ne remplacera pas un GitHub Copilot, mais c'est l'idée. Plein d'exemples pour l'image, générer des images, décrire des images. Donc ça ne veut pas dire que ça fonctionne forcément qu'en local. Ça, c'est en fonction du modèle que vous allez choisir. Ici, pour générer une image, si je veux le faire en local, évidemment, je ne vais pas utiliser DALL-E ou GPT-4 Image 4.1, et je vais utiliser, par exemple, Step Diffusion. Donc, je vais télécharger le modèle qui prend 5 Go et utiliser sur ma CPU ou ma GPU, Step Diffusion, etc. OK, donc il y a plein d'exemples. Elle est vraiment top. Les modèles, donc là, il y a des exemples de modèles. Hein, ce n'est pas les seuls modèles qu'on met à disposition. Ça, ce sont des exemples. Donc, Whisper, par exemple. Et vous pouvez ici, en tout cas, vous pouvez télécharger vos propres modèles. Alors ici, Manage Model, ça c'est les modèles pardon, c'est les modèles qui seraient en local. Je les ai virés pour la démo. Donc ça, c'est les exemples. Donc par exemple, si je veux générer du texte, je vais choisir ici de le faire avec Fonderie locale. Ah tiens, Fonderie locale. Donc là, je vais pouvoir dire, plutôt que de charger sur mon disque, mettre sur, je sais pas moi, ces modèles, un dossier qui contient FI4 mini CPU là, de 4 Go, je peux le faire. Mais dans ce cas-là, il faut ensuite que j'ai une librairie pour le lire. On en a une qui s'appelle Onyx GenAI, je crois, qui est dans les previews quand même. Donc ça permet de charger ce modèle-là et de l'utiliser. Le problème, c'est que je ne suis plus dans le même modèle qu'OpenAI. C'est-à-dire que si j'utilise Semantic Kernel, les outputs du modèle d'OpenAI ont une certaine structure. Le JSON qui est retourné a une certaine structure. Si j'utilise Onyx, je ne suis pas sûr que chaque modèle ait la même structure. C'est là que Foundry Local intervient. C'est qu'on va mettre à disposition le service Foundry Local, qu'on a à disposition directement dans cette application, si on le souhaite. Et sur le endpoint ici, localhost 5273, j'ai chargé ces modèles-là. Par exemple, si je prends celui-ci, voilà, et je vais lui dire recette de choucroute. Évidemment, voilà. Je génère. Donc là, le temps qu'il charge le modèle une fois, je pense. OK. Et là, si je regarde, ce n'est pas la NPU qui bosse, si on revient ici, c'est ma CPU qui a fait un bond. Et la NPU, elle est à 0. C'est un modèle spécifique CPU okay, qui fait son boulot. Donc là, bon, le développeur, il a limité en nombre de tokens, hein, donc c'est pour ça que ça s'arrête. Mais... Donc si je fais du chat ici, en fonction du modèle que je vais choisir, ça va tourner sur ma CPU ou ma GPU et ainsi de suite. Donc si je continue sur Foundry Local, je prends un PowerShell. PowerShell, voilà. Pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je peux faire Foundry. Là, si je fais juste Foundry comme ça pour vous montrer, je pense que... Voilà. Donc évidemment, ça ne suffit pas. Donc il me dit, voilà, tu peux faire help, on va faire point d'interrogation. Donc je peux faire quoi? Je peux utiliser la commande modèle, cache, service. Donc si je fais ensuite modèle, par exemple, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec modèle, etc., etc. Donc je peux les lister. Voilà. Et là, j'ai les modèles qui sont sur mon device. Et donc je vois les modèles. Donc j'ai des modèles comme FI4 qui tournera sur ma CPU. Il n'a pas été optimisé pour ma NPU ici, qui fait quand même 10 Go. C'est-à-dire 10 Go sur le disque, il y a de fortes chances qu'il fasse autant en RAM. Et autant de fois que vous avez d'applications qui le chargent. Donc, comme si j'utilise Onyx, à chaque fois que j'utilise une application, je vais avoir le modèle qui charge X fois. Si j'utilise Foundry Local, c'est Foundry Local qui le charge une fois et qui le met à disposition sous forme d'URL, comme n'importe quelle URL OpenAI ou autre, sauf que c'est en local. Donc, je ne charge qu'une fois pour X applications. Donc, c'est important Foundry Local, rien que pour ça, en local. Je n'ai pas de conteneur Docker sur ma machine, j'ai rien du tout. Hein. Donc vous voyez ici, et puis j'ai DeepSeek en NPU, et j'ai aussi FI4 Mini Reasoning en NPU, j'ai aussi, c'est pas mal déjà, voilà. Et donc je peux lancer un modèle, alors, on va faire run, et voilà, on va le lancer. Alors une fois sur deux, ça fonctionne ou pas, sur ma version de Windows. Désolé, j'ai une version un peu avancée qui ne marche pas toujours. Ah bah non, fail, ok. Donc normalement ça peut charger. J'aurais dû la tourner la vidéo sur un autre device.
Et ensuite, vous pouvez utiliser FI4 Mini Reasoning sur votre NPU. Voilà, la même chose que Mini Reasoning classique. Parce que même si je charge, qu'est-ce que j'avais comme autre modèle load. Si je fais un run de... qu'est-ce qu'on avait par exemple mais si je mets FI4, il va le télécharger, ça va mettre un certain temps sur mon device. Enfin, voilà. Donc moi, j'ai de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, bêta oblige, hein, tout ça c'est en version early, j'arrive pas à charger via cette interface-là. Par contre, dans mon chat ici, je charge le FI3 Mini via Foundry Local. Si je prends celui-ci, je run, et je lui dis bonjour. On va voir si ça va marcher pour le coup. Ça marche, et ça utilise Foundry Local. Donc ce code, je peux vous le montrer. Donc même si je prends par exemple la version sémantique kernel, on va voir si elle fonctionne. Oh, pardon, j'ai mal écrit, c'est morning, bon, il n'a pas trop compris. Donc c'est FI3 Mini qui est lancé. Et j'ai le code à disposition. C'est ça que j'aime bien dans cette app. Alors c'est du code en C#.NET, c'est une application minuit, donc voilà. Et j'ai le code. Donc là, on a du code. On est sur du sémantique kernel, hein, donc on va créer un chat completion service, on va créer un kernel. Alors le chat completion service, il est particulier parce qu'on va utiliser... Ah ben non, là, il n'est pas particulier, pardon, il est relativement classique. Je vais instancier, alors ça ne sera pas Azure OpenAI Client, mais OpenAI Client. Pourquoi? Parce que c'est en local, donc il n'y a pas d'API key. L'URL, c'est l'URL de mon Foundry. Et le modèle, c'est ce modèle-là. Voilà. Et c'est tout. Le reste, ça reste du SK. Donc on va pas... Dominique, il a fait la session dessus. Le reste, c'est du sémantique kernel. Donc si votre modèle que vous utilisez en local, il utilise de function calling, il fait Go, ça fonctionne de la même manière. Okay. Et il faut que votre modèle fasse du function calling. C'est pas tous les modèles qui font en local qui font du function calling, hein, par contre. Ça, c'est un peu ce qui manque réellement, et on va en parler vers la fin de la session. Voilà, donc ça c'est, et vous pouvez l'exporter dans Visual Studio et ensuite vous pouvez l'utiliser. Et si vous voulez utiliser les applications qui sont incluses dans Windows, vous avez le droit. Parce que, pardon, les modèles qui sont inclus dans Windows. Venant avec Windows, si je vais dans mes settings de Windows, hop, voilà. Donc là je suis dans mes settings, si je vais dans Système, je vais descendre, j'ai un AI Components. Et dans AI Components, je vais retrouver des modèles qui font partie Windows. C'est-à-dire qui sont updatés par le Windows Update. Donc l'extraction de contenu, l'image processing, search, blablabla. FiSilica. Et FiSilica, c'est un SLM, un extra small même, langage modèle, qui est issu de la famille Phi, hein, donc Phi4, Phi3.5, et qui est optimisé pour la NPU. Et c'est ce modèle-là que j'utilise essentiellement en local. Je ne le charge qu'une fois, je ne m'occupe pas de l'installer, il est installé avec Windows. Toutes mes apps peuvent l'utiliser. Je peux avoir 10 apps qui utilisent FiSilica, ça posera pas de problème, hein, donc je peux utiliser Windows Studio Effect, mon Click to Do, mon Recall et en même temps mon application métier pour le faire, ça pose aucun problème. Oui, toutes ces applications utilisent FiSilica plus les autres composants que vous avez ici. Et ces composants-là sont disponibles pour la grande majorité dans Windows AI API. Donc j'ai FiSilica est disponible, tout ce qui est image, processing, search, transform est disponible, tout ce qui est semantic analysis, je vais en parler à la fin. Et AI settings aussi. Le teasing à chaque fois. Donc si je vais dans mes Windows Update, je regarde l'historique de mes Windows Update, dans AI Component, je vois que j'ai eu un FiSilica updaté le 27 juin, et c'est la version, vous voyez que je suis bien sur de l'ARM. Voilà, donc c'est updaté par Windows. Et donc comment ça s'utilise? On part de l'appli, boum, vous voyez qu'il a démarré au quart de tour. Hein. Donc si je fais stop, régénère, boum, il démarre au quart de tour. S'il est chargé et qu'il y a peu de contexte, c'est 200 millisecondes le premier hit. Et ensuite là, on est à 12-15, ça dépend, tokens par seconde. 12 et 15. On verra si on peut aller plus vite dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois, on verra. Et donc là, vous donnez un prompt, vous faites générer. Encore une fois, vous avez un exemple de code. Alors l'exemple de code, il est juste ici. Comment ça fonctionne? La première chose à faire, c'est de vérifier si le langage modèle, donc FiSilica, pour l'instant c'est FiSilica en tout cas, est dispo. C'est-à-dire est-ce qu'il est installé sur la machine ou pas. Donc le getReadyState, s'il n'est pas dispo, on a cette procédure-là qui dit assure-toi qu'il est dispo. Donc, un Windows Update se lance. Et on attend ici que FiSilica soit disponible. Une fois que c'est fait, on crée l'instance. Donc c'est comme si on crée un kernel, si vous voulez, dans Semantic Kernel. Hein. Donc on crée l'instance, on donne le prompt et on génère une réponse de façon synchrone, streaming ou pas. On a le choix. Voilà. Ce code-là, vous faites copier-coller
dans une application console ou une application WinUI et il fonctionne. Donc, je vous montrerai tout à l'heure 2-3 applications qui fonctionnent comme ça. Une autre fonctionnalité qui est arrivée, c'est si je veux... Ah, ça, je vous montre tout... ouais, je vous montre après. Dans Fisilica, il y a aussi des fonctionnalités de... ils appellent ça des skills, mais j'aime pas le terme parce que c'est un peu redondant ou biaisé par rapport aux skills qu'il y avait dans Semantic Kernel. C'est juste des pré-prompts déjà tout fait. Donc, pour résumer, réécrire du texte ou convertir en CSV. Donc là, si je veux, par exemple, prendre du texte à résumer, je vais prendre du texte que j'ai ici, voilà, résumé. Le code qui est, voilà, vous voyez que ça met un tout petit peu plus de temps parce qu'on lui donne un peu de contexte et il est en train de résumer le texte qui est là-dessus. Donc la seule chose, c'est que avant d'exécuter, pour exécuter la partie résumée, on va créer un autre type d'objet et on va appeler la fonction qui va avec. Et il y a différents types de fonctions pour résumer. C'est juste, vous voulez résumer du texte comme c'est là, un paragraphe classique. Il y a aussi une fonction pour résumer une conversation. Ça dépendra du framework que vous utilisez. Et une autre, je ne sais plus, donc il y a 2-3 fonctions pour résumer, en fonction de ce que vous voulez résumer. Réécrire, je prends un bout de texte, là, je vais prendre en français ça par exemple, et puis je veux qu'il le réécrit. Voilà. Bon, c'est marrant parce que summarize et rewrite, c'est exactement ce qu'on fait dans Outlook. Résume-moi mon thread de mail ou réécris ce que j'ai écrit avant de l'envoyer. Souvent, moi, je le fais quand j'écris en anglais, je lui demande de réécrire. Eh bien, c'est pas encore dispo, mais bientôt, j'ai pas de date. Dans Outlook, vous aurez une version locale de rewrite et summarize directement, donc sur la NPU. Donc, je suis dans le train, je vais utiliser mon copilote en local pour résumer ou rewrite, je pourrais le faire, ça va utiliser la NPU. Donc, pour l'instant, c'est pas encore disponible, je ne peux pas non plus vous le montrer. Et si je veux convertir du texte, là, j'ai pris du texte, j'ai demandé à Enya de générer, en CSV. Donc là, on n'est plus en streaming, donc il va falloir attendre que l'IA génère complètement le CSV. Je ne lui ai donné aucune règle de comment convertir ça en CSV. Je lui donne le texte. Voilà, donc le prompt, il y a des couleurs, et hop, voilà, j'ai généré un CSV, et puis le développeur de l'application, lui, il a fait en sorte de l'afficher sous forme de tableau. On a aussi de l'OCR. Je prends une image, je ne sais pas n'importe quelle, là j'ai plusieurs images, une carte d'identité, boum, ça génère, je peux copier-coller le texte. Je vais demander à Enya de me générer un faux formulaire tout à l'heure. Elle me l'a généré. Bon, elle a fait des erreurs. Il y a plusieurs fois numéro de sécu qui ne ressemble pas à un numéro de sécu ou autre. Bon, c'est juste pour vous montrer que je peux extraire. Imaginez que c'est une image ou une PDF que vous transformez en image et vous voulez extraire le texte. Donc ça, c'est full local sur la NPU. Ce n'est pas un Azure Document Engine Service derrière. Ce n'est pas aussi futé. C'est juste j'extrais le texte et la position du texte dans l'image. Voilà. Mais pas la structure. Donc si on avait besoin d'un tableau. La super résolution d'image, c'est que vous prenez une image qui est floue, comme celle-ci, vous demandez à l'IA de la scaler. Donc elle est moins floue. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. OK. Donc c'est pratique si vous voulez déflouter. Ou supprimer le background d'une image. Donc vous prenez une photo, vous êtes technicien de maintenance, vous prenez une photo chez quelqu'un, parce que vous avez réparé une machine, mais il y a un peu de gens derrière ou autre chose, ben vous pouvez sélectionner, donc là moi j'ai sélectionné la personne, mais il faudrait sélectionner la machine, enlever tout ce qu'il y a autour, et je peux le faire. Alors je ne sais pas si ça fonctionne là-dessus, si je prends, par exemple, je vais garder la main, yes, on garde la main, bon, voilà. Toujours en local. Décrire une image, donc là, là j'ai une image, il va décrire l'image, on peut choisir la langue, bien sûr, dans laquelle il va la décrire, parce que je veux faire un alt pour mon site web, donc en local, pourquoi pas, je génère le alt, ou je peux lui dire, fais une description très détaillée de l'image, donc là on aura plusieurs lignes, voire plusieurs paragraphes en fonction du nombre d'objets qu'on peut avoir dans les images et ce qu'il peut comprendre. Donc je vous rappelle que c'est toujours en local, c'est-à-dire que je ne consomme pas de token. Ou, alors j'ai arrêté ça, je vais lui prendre une autre image, graph, office chart, voilà, et puis je vais lui demander de me dire ce qu'il y a sur le graphe. OK, donc là, on a différentes informations que vous pouvez lire. Et après, vous pouvez aussi supprimer les objets dans les images. Donc, si vous avez besoin de supprimer un objet, alors là, sur cette image-là, c'est pas dingue, mais voilà, on prend un objet, ça le supprime, et puis ça va remplacer le fond qui est derrière. C'est plus sympa quand il y a vraiment un fond. Vous avez un bateau sur un lac, vous voulez enlever le bateau, puis recompose les vaguelettes qui sont derrière. Donc ça peut fonctionner en local. Ça ne marche pas aussi bien qu'un Vision, par exemple, qui est dans le cloud. Mais encore une fois, tout ça fonctionne en local. Et pour le faire, vous avez toujours les exemples de code ici.
à chaque fois et c'est à disposition. Donc, je vais vous montrer. Là, je dois avoir un ou deux codes pour le faire. Par exemple, ici, le semantic kernel. Donc, le semantic kernel, alors celui-ci, j'ai utilisé avec... donc c'est l'application que vous avez vue tout à l'heure, hein, donc je peux la démarrer d'ailleurs. Je crois que... Alors, je ne sais plus si j'utilise... Non, si j'utilise Ficilica derrière. Ouais, c'est ça. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc si je dis bonjour, hop, j'ai mis un petit point à l'arrêt. Donc, on est sur du semantic kernel, on a le chat completion service, un get streaming, on prend l'historique du chat. Donc, dans l'historique, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Évidemment, il n'y a que le prompt système et bonjour, et puis j'envoie. Voilà. Okay. Puis ça écrit, bon, il n'y a rien de particulier, je ne vais pas aller plus loin dans la démo. Par contre, pour semantic kernel, il n'y a pas d'implémentation pour Ficilica. Donc, vous êtes obligé de l'implémenter. Donc, c'est fait dans les démos, vous pouvez l'utiliser. Donc, il y a une classe qui s'appelle Ficilica Client qui hérite de eChat Client du semantic kernel et de Microsoft.extension. Et c'est cette classe-là qui a été surchargée en fait pour pouvoir faire Ficilica. Et pour faire du Ficilica, si je vais dans les fonctions ici, getResponse, ça fonctionne ici de cette... alors attendez, hop. Go to implementation. Voilà. Donc je charge le modèle Ficilica qui est là. Je génère une réponse et là je peux lui donner le contexte. Dans le contexte, vous lui donnez le prompt system qui est déjà envoyé ici. Vous pouvez lui donner les règles de content safety parce que dans Ficilica est intégré un content safety. Vous pouvez lui dire je veux que tu laisses passer tout ce qui est violent par exemple parce que vous êtes un jeu vidéo ou autre. Donc laisse passer ou vous bloquez à fond. Donc vous pouvez y jauger comme ça le content safety. C'est pour ça que si vous faites des tests, en fonction de vos prompts, vous pouvez avoir des réponses qui ne montent pas, il dit juste rien ou crash l'application s'il n'y a pas de try catch parce que ça génère le content safety est claqué en local. Vous pouvez aussi lui donner la température, si vous voulez le mettre à 0 ou à 1 par exemple, comme on le fait sur les LLM, vous pouvez le faire sur le contexte. Sur les options, pas le contexte. Donc le contexte c'est que le prompt système, les options c'est le content safety et la température par exemple. Et le prompt, c'est votre prompt, hein, tout bêtement. Et après, on va récupérer. Donc, on a ici cette fonction qui permet de dire fais-le en streaming. Donc, pour chaque itération, tu me récupères la valeur, donc le texte qui dit bonjour, comment je suis un assistant pour vous aider. Hein, voilà. Et on le rajoute, c'est une zone de texte, une liste déroulante. Vous l'envoyez un text to speech. Enfin, vous faites ce que vous voulez après, derrière. Okay, donc, c'est vraiment ça. C'est pas plus compliqué. Tout le reste, c'est du bruit pour l'interface. C'est juste ça. Vous voyez ici qu'on peut avoir, est-ce que c'est bloqué par des policies? Est-ce que le prompt qui est bloqué? Est-ce que c'est l'output qui est bloqué? Est-ce qu'on a dépassé le nombre de tokens sur ce Ficilica qui est limité à 2048 pour l'instant? Donc voilà, donc il y a tout pour le faire. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc je vous montre 3 applications que j'ai développées autour de ça. Donc la première, c'est démarré par PI Detector. Là, je me suis dit, tiens, imaginons que je suis dans un salon, je prends des photos, ou j'ai un client qui commence à saisir de l'information dans des champs texte. Je vérifie s'il n'y a pas des données personnelles. Donc là, je le fais sur une image pour vous montrer ça. Donc je vais prendre, évidemment, une carte d'identité. Donc j'ai fait l'OCR derrière sur l'image, et ensuite j'envoie le contenu de cet OCR-là à mon Ficilica pour lui dire, est-ce qu'il y a des données personnelles, directes ou indirectes? Donc le prompt, c'est réparti en données sensibles directes, en données sensibles indirectes. Donc là, on voit effectivement qu'il y a des données sensibles direct, indirect. Je n'ai pas mis d'exemple, donc ce sera à moi de donner des exemples de ce que c'est une information sensible directe ou indirecte. Ça ne remplace pas un modèle qui, je ne sais plus comment il s'appelle, Presario, je crois, le modèle local qui tourne, qui fait du PI Detector, mais ça le complète. Donc si vous pouvez utiliser API Detector et ça, et le Ficilica en local, avec des règles, des prompts particuliers, vous pouvez le faire. Donc là, si je prends le formulaire de tout à l'heure, hein, donc ça, c'est un scénario que je prototype pour, alors pas forcément pour des images, mais là, je voulais juste montrer en même temps l'OCR, hein, mais aussi pour détecter dans des champs, des commentaires, des champs libres, dans des applications, si l'utilisateur, sans faire exprès généralement, a mis une donnée qui peut être sensiblement une information personnelle directe ou indirecte. Parce que dans un champ téléphone, on sait qu'il y a un téléphone, mais dans un champ commentaire libre, on ne sait pas trop. Donc ça, je peux le détecter en local avant de l'envoyer dans le cloud. Parce que je veux anonymiser, par exemple, mes données avant de les envoyer dans le cloud. Je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de données personnelles avant de les envoyer dans le cloud pour être RGPD compliant dès le début, c'est-à-dire dès la source. Donc ça, c'est un exemple. Donc ce code source, il va être dispo sous peu sur GitHub. Je viens de le mettre en privé pour l'instant, donc je vais juste le
décocher privé pour qu'il passe public et on pourra vous l'envoyer. Deuxième application qui est un prototype pour un client, vraiment un prototype, c'est Edge Translator. Alors Edge au sens device translator, donc tout en local. Et donc là, je vais charger, donc j'ai chargé mon Fisilica en local et je vais charger, comme vous le voyez, du speech to text et du text to speech en local. Donc j'ai vu, là j'ai mis de l'anglais, de l'italien, du français, de l'allemand, du chinois, du japonais, de l'arabe. Voilà. Donc ce sont les modèles qui viennent d'Azure Speech. Les modèles viennent d'Azure, sauf que je les exécute en local et pas dans un conteneur. Donc ça, c'est une particularité d'Azure Speech. Azure Speech a une version embedded, en fait, que vous pouvez installer en local. Alors, il faut d'abord payer avant qu'on vous envoie le modèle, évidemment. Donc, au lieu de payer de la conso Azure, vous payez une fois cette conso-là, en ticket d'entrée, et on vous envoie le modèle. Et après, vous pouvez fonctionner en mode totalement déconnecté. Ce modèle fonctionne aussi en mode, je vous l'envoie, mais il faut être toutes les 10-15 minutes connecté parce qu'on va vous facturer à la conso. Donc, vous avez le choix dans ce modèle-là. Et sans conteneur Docker. Contrairement à beaucoup d'autres modèles dans Azure, et c'est génial, hein, Azure Documentation Service, Vision, autres, vous pouvez les containeriser dans un conteneur Docker. Là, pour le speech, c'est en local, sans conteneur. Donc, c'est juste sur mon disque. Hein. Je peux vous montrer d'ailleurs. Ces modèles-là, ils sont vraiment que sur le disque et je les charge en mémoire. Donc, je pense que sur mon disque, si je vais dans Tool, voilà, j'ai les speech to text et les text to speech. Et puis, vous avez ici voilà, les modèles qui sont dans les différentes langues. C'est des modèles qui fonctionnent sur de la CPU, mais vu ce qu'ils font, c'est suffisant. Et j'ai le text to speech aussi en local. Pardon, tiens, j'ai eu des petites erreurs, c'est pas grave. Sur différentes langues. Donc le text to speech. Et puis ensuite, voilà, j'ai ici deux speech. C'est un homme et une femme hein, qu'on va voir dans les modèles. On a un, voilà, etc. En France, on a Denise et je ne sais plus qui. Donc là, je vais parler en français, moi. Donc ça, le docteur peut parler en français, le patient peut parler dans une autre langue. Donc je vais laisser anglais pour nous. On met la tablette au milieu ou à côté. Elle est pas connectée au réseau, rien. Et puis on peut parler. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, et ça fait une espèce de traduction voice to voice. Yes, I'm good and you. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez d'ailleurs le retour voice non. Quand elle parle. Non, je ne sais plus si j'avais partagé du coup le son. Pardon, bon, tant pis. En tout cas, elle parle, elle le dit aussi. Et à la fin, je peux demander à mon fils Ilika de prendre toute la conversation et de la résumer. Donc, comme on est orienté docteur-patient, voilà, il me fait un résumé qui est spécifique. Bon, je ne vais pas demander de le faire forcément en français, qui est spécifique à un docteur et un patient. Donc, il est dans ce contexte-là. Donc, quand il demande ça, c'est vraiment très orienté. Donc, je vais donner ce contenu. Donc, ça, c'est le fils Ilika. Et puis, la dernière démonstration ici, et puis ensuite, on passe à des choses qui ne sont pas encore sorties. Je vais la faire en accéléré. C'est une vidéo, donc je vais la faire assez vite. C'est de l'IA hybride. Donc, ici, l'idée, c'est je vais choisir le persona, donc par exemple le technicien de maintenance, et avant de faire ma tournée de réparation, je vais synchroniser les informations qui viennent du cloud. Donc là, j'ai un agent dans Azure AI Foundry qui va aller prendre les rendez-vous que j'ai dans la journée et qui va les catégoriser s'ils sont pro ou perso. J'ai une règle d'entreprise qui dit tous les déjeuners sont perso, donc l'IA, elle prend cette règle d'entreprise. Elle regarde aussi dans les trucs s'il y a case à cocher perso ou pas, et elle me donne les rendez-vous perso ou pro. Donc j'en ai que 2 des pros. Ensuite, je demande à cet agent dans le cloud d'aller chercher dans ma CRM toutes les infos de ce client-là, ce qu'il a acheté, quand est-ce qu'il a consulté le customer service, la documentation des produits, parce que là, je dois réparer une machine café, un distributeur, et la doc technique, donc la base de connaissances. Et je la garde en local. Okay, donc en fait, j'en fais juste, par exemple, des fichiers JSON en local. Pourquoi pas? Bon, j'ai demandé à mon IA dans le cloud de résumer tout ça pour que ce ne soit pas trop lourd sur le device. Je me mets en mode déconnecté dans cette démonstration-là. Et vous voyez que l'interface s'adapte en fonction si je suis connecté, pas connecté. Donc ensuite, j'ai mon coach, qui est mon agent en local, qui utilise Fisilica, donc ce que vous avez vu ici, avec le contexte, customer client, le résumé, la doc produit, la doc technique. Et je vais pouvoir lui poser des questions en local. Donc là, vous remarquerez que le truc est en anglais. Par contre, je peux lui poser les questions comme je veux, donc n'importe quelle langue au final. Je n'ai pas testé toutes les langues, hein. Donc là, en français, par exemple. Donc, peux-tu me faire un résumé des infos clients? Et il fait un résumé avec le bon contexte, donc le bon client. Parce que là, j'ai choisi le client à gauche. Dans une prochaine version, il n'y aura plus le choix du client. Il va me dire quel client. Et je vais aller faire une recherche en langage naturel pour aller chercher le client, faire du RAG. Ensuite, si je lui dis je veux changer la pompe, je ne lui dis pas ce que c'est la pompe. Et donc, comme encore une fois, il y a le bon contexte, on voit ici que c'est bien la pompe C3000P qui fait partie de la doc produit de ma Brewmaster 3000 ici, pour avoir le résultat. Donc là, j'utilise ma NPU pour le faire, tout en local, en mode déconnecté. Ensuite, je vais peut-être faire un rapport d'intervention.
Donc là, pour mon rapport d'intervention, ce que je vais faire, vous l'entendrez peut-être pas, mais j'ai donc, voilà, il faudra me croire, il y a le son, elle est dispo cette vidéo, je pense qu'elle est sur BFM, sur YouTube, elle doit être dispo. Donc j'ai dicté tout ça, et ensuite je vais demander à Physica de prendre ce contenu-là et l'historique que vous avez vu tout à l'heure, et de faire un rapport. La vidéo est accélérée, elle est en x2. Le rapport, je n'ai pas demandé à Physica de générer un rapport comme ça, je lui ai dit retourne-moi un JSON, okay, et j'ai rempli les trous d'un rapport existant, d'un modèle. Donc, et on va reparler de ce JSON-là. Ensuite, j'ai pris une photo de cette machine à café. Voilà. Donc là, je suis sur ma tablette, je prends une photo, une vraie photo de chez moi, de ma machine à café, éventrée. Je vais entourer, je dis que ça, c'est la prise de courant, ou la prise, ça, c'est la pompe qui a été changée. Et je pourrais utiliser Vision. À l'époque, quand j'ai développé ça, c'était pas à jour, c'était pas top, donc je l'ai utilisé plutôt un agent dans le cloud. Donc je me reconnecte. On va imaginer que j'ai gardé la photo, que je fais l'agent dans le cloud se connecte. Donc là, je l'ai fait manuellement pour la démo. Mais il faut imaginer qu'ensuite, une fois que la connexion est faite, mon agent en local dit « Hey, il y a un truc à faire. J'ai une liste de tâches. » L'envoie à l'agent dans le cloud. Et l'agent dans le cloud fait le boulot, c'est-à-dire fait du Vision avec ici, c'est image, c'est GPT 4.1, je crois que j'ai utilisé Mini, pour avoir un truc très très détaillé, donc un retour de l'image très détaillé. Ce qui va me permettre d'indexer cette image-là par du texte, donc retrouver l'image aussi par du texte, et aussi envoyer un rapport, quand j'envoie le mail au client, plutôt que de lui envoyer l'image, c'est de lui envoyer uniquement une description de l'image. Une photo a été prise, voilà la description, si vous voulez l'image, on peut vous l'envoyer. Pour des raisons évidemment d'éviter de surcharger en poids la messagerie. Bon. Vu que j'utilise de l'IA, je ne sais pas si c'est pas un peu biaisé ce que je dis, mais pour le RSE, mais voilà. Et donc, je clôt le dossier. Quand je clôt le dossier, ça clôt le dossier dans ma CRM, ça met à jour la base de connaissances. Et là, pour la démo, j'affiche le mail qu'on va envoyer au client. Donc, évidemment, qui est fait par une IA dans le cloud. Donc là, je veux montrer qu'on peut utiliser de l'IA en local. Je ne suis pas connecté, je suis technicien de maintenance, je vais dans la cave, je suis dans les champs, je n'ai pas de 5G, j'ai rien. Je peux utiliser de l'IA locale. Et quand je vais au niveau du réseau, je vais pouvoir utiliser mon agent dans le cloud. Et c'est vraiment vers ça qu'on va aller. Alors, on va aller sur des IA de plus en plus performantes sur le device et pas gourmandes en termes de batterie. Et on va évidemment aller sur du couplage entre ici Azure et Surface. Et donc, les derniers slides, et je sais que je suis à la bourre, c'est des choses qui ne sont pas encore sorties. Donc, c'est une chose que je peux vous démontrer parce que j'y ai accès depuis cette semaine. Donc, Semantic Index, Semantic Search. Je vous ai parlé du search dans Windows. Donc, ici, j'ai un search qui est particulier, qui est en langage naturel. Et maintenant, ce search est disponible dans Windows AI API. Et donc, j'ai une application qui l'utilise. Alors, elle est un peu fraîche, hein, l'appli. Donc j'ai des fichiers, j'ai du texte, j'ai du texte ou des fichiers texte, des images que je vais indexer et que je vais utiliser. Donc là, par exemple, je vais indexer ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait des points d'arrêt ou pas dans le code. Voilà. J'indexe différents items. Je pose une question, c'est donne-moi un fait sur un animal qui aboie. Il va chercher dans l'ensemble des items qu'il a indexés et il a détecté que la meilleure réponse à apporter, c'est ce texte-là. Okay, donc j'ai posé la question en français, le texte est en anglais. Et en plus, vous voyez que même si c'est des erreurs ou autres. Fondamentalement, j'ai mis un animal qui aboie comme ça et pas un truc trop... voilà, bon, il a compris que c'était un chien quand même, c'est bien, parce que j'ai différents éléments. Si je peux indexer des images, donc je peux lui dire, tu vas indexer un certain nombre d'images, donc une image avec un chat, un chien... voilà, différentes images, je pourrais vous montrer les images. Je vais lui poser une question. Je veux une image avec des chatons et il me dit que c'est la 4.jpeg. On va vérifier hein, d'ailleurs. 4.jpeg. Ok, bon. Est-ce que c'est un chaton Bon, c'est un chat en tout cas. Je ne sais pas si j'ai autre chose. Ah non, ça c'est du texte, pardon. Bon, c'est peut-être en même temps la seule image de chat que j'ai. Oui, c'est possible. Et je peux aussi, je reviens dans mon app, voilà, donc faire différents... Donc le code est assez simple. Si on regarde le code, ouais, je vais faire comme ça, si vous voyez. Alors, je vais juste passer en blanc si ça ne vous dérange pas. Je vais aller dans Settings. Turn on light. Ah, pardon. Light. OK. Ah, je reviendrai sur cette fonctionnalité. Je pense que ce sera un peu plus lisible pour vous. Donc ici, si je veux indexer du texte simple, donc je prends un dictionnaire ici de texte et je le parcours et je l'indexe. Donc pour l'indexer, j'ai une classe qui me permet de l'indexer. Ici, pardon, voilà.
l'indexeur, j'ajoute ou j'update du texte existant, et ensuite je fais un search qui est là, try query, donc faire un animal sur un animal qui aboie. Je récupère les différents éléments, donc il y a différents paramètres pour dire si je veux combien d'éléments je veux, le rating que vous voulez, la relevance que vous voulez, etc. Et ensuite on affiche les différents éléments. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de code, c'est pour l'instant en private preview. Et j'ai mis du RAG dedans. Donc en théorie, si je reprends mon application qui est là, c'est là, voilà. J'ai du RAG. Donc là, je vais indexer plusieurs fichiers. Voilà. Je vais récupérer un prompt de l'utilisateur. Le user prompt, c'est list all the dog type. Okay. Et je vais faire une recherche. Ici, on a un prompt système qui est là. Donc, tu vas prendre toutes ces informations-là dans cette base de connaissances-là pour pouvoir répondre. Et j'envoie la réponse. Et c'est du Fisilica que je vais utiliser. Donc ici, je vais générer la réponse. On peut peut-être continuer. Hop. Là. Donc le prompt, c'est liste-moi les différents types de chiens. Et ici, on est sur du Fisilica. Donc le Fisilica, je lui passe le contexte qui est le prompt système plus le retour du RAG, les éléments du RAG. La température, je l'ai mis à 0. Et je veux ensuite je lui donne donc le contexte, mon prompt et les options. Donc là, je crois qu'il n'y a pas mis d'options. Ah, si, la température, pardon. Et je fais l'affichage. Donc si on fait ça, pardon, voilà, c'est tout le RAG que j'ai passé. Et il est en train de le charger. Donc vous voyez que ce n'est pas immédiat. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, Fisilica, c'est un petit modèle. Donc je vais d'abord vectoriser. C'est ce que fait le framework, vectoriser en fait les différents éléments qui sont dans le prompt système. Donc plus le prompt système, plus ça met un certain temps. Je lui donne tout ça. Et là, il va me lister les différents éléments qui sont dans ces fichiers. Il ne l'invente pas. Okay. Donc ça, c'est avec du RAG. Et ça, c'est top parce que localement, je peux utiliser du langage naturel pour indexer mes fichiers. Je fais du RAG. J'utilise un modèle. Donc là, j'utilise Fisilica, mais si vous pouvez utiliser Phi 3.5, Llama, Mistral en local, vous avez le droit, avec ou non sémantique kernel. Je n'ai pas mis de sémantique kernel pour pouvoir le faire. Et en revanche, vous avez vu que ça met un certain temps pour répondre. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous avez de la donnée figée, on va dire, la donnée qui ne bouge pas, une doc produit qui bouge très peu, vous pouvez créer, fine-tuner, si vous voulez, votre doc produit. Vous créez en fait, donc c'est une prompt réponse. Donc, par exemple, chien, ça c'est votre prompt, et puis vous donnez en fait tout ce que vous avez sur les chiens, ou ma Contoso Bromaster, et je donne la doc produit. Okay, donc je fais comme ça un certain nombre de prompts. Je crée un adaptateur. Donc là, j'ai déjà chargé. Celui-ci, il existe en fait à dispo sur GitHub. Et je vais pouvoir poser des questions. Alors cet adaptateur, il a deux solutions. Le fine-tuning, ici, j'ai deux solutions. Soit je lui donne une base de contenu, et je veux que l'IA s'adapte, donc le SLM s'adapte à ce contenu-là, il soit orienté. Donc on change les paramètres pour qu'il puisse répondre en fonction de la data qui est dans ce fine-tuning. Ou soit c'est une manière de parler. Donc là, c'est une manière de parler. Donc si je génère ici, par exemple, sans l'adaptateur, un prompt. Ah, je vais peut-être prendre un petit prompt, parce que là, ça fait... Voilà. Je ne sais pas si j'avais pas un prompt quelque part, vite fait. Non. Laura, voilà. Alors, on va lui dire... Ok, je peux pas. Donc ça, je vais générer sans l'adapteur. Donc on va avoir une réponse. Donc je lui ai dit, ah oui, parce que je lui ai dit, fais-le sous forme de JSON. Attendez, je vais juste enlever ça. Donc normalement, la réponse que j'ai sans adaptateur, c'est, c'est bien, je suis content, mais ce que je fasse avec ça. Okay, mais avec l'adapteur, je vais avoir un format en JSON, quoi que je fasse. Parce que l'adaptateur, il a été tuné pour que la réponse de mon SLM, de mon Fisilica ici, soit toujours en JSON avec une certaine structure. Je n'ai pas le choix. Donc, j'avais fait des petits tests pour resimuler en fait ce truc-là. Donc là, avec mon adaptateur, je suis sûr de retrouver toujours la bonne version. Avec l'autre à droite, alors j'ai de la chance, mais ce n'est pas toujours sûr. Par exemple, ici, il y a marqué bug, ici technical support. Peut-être que dans l'adapteur, je n'ai pas les sources de l'adapteur, il y a marqué les types de feedback, ça peut être info, bug, alerte, warning par exemple, et il n'y en a que 4. Et j'ai pas le choix. Alors que là, il va me l'inventer, technical support. Okay. Donc, ça me permet de faire des prompts plus légers, que là, si je le refais. Donc, pas besoin de donner de contexte particulier. Donc, vous voyez qu'on a à chaque fois. Et du coup,
vous avez un Fisilica qui va répondre plus vite. Là, c'est l'un après l'autre. C'est pour ça qu'on a de latence, hein, ça n'a rien à voir. Mais vous pouvez orienter ça. Et ce qui est bien, c'est que pour charger un LoRa, vous dites juste, voilà l'adaptateur que tu vas utiliser. Voilà. Et donc, quand vous envoyez le modèle, vous dites, voilà l'adaptateur que j'utilise. Donc, imaginez que dans une application, vous avez 1, 2, 3, 4 adapteurs différents, parce que vous avez 4 scénarios différents, avec le même Fisilica, que vous chargez qu'une seule fois en mémoire. Vous dites, un coup, utilisez l'adaptateur 1, un coup, utilisez l'adaptateur 2, un coup, utilisez l'adaptateur 3. Et tout ça sur la NPU. Et donc, ça a été annoncé à Build, je crois. Donc, c'est déjà dispo. Vous avez l'exemple de code qui est là. Il y a des exemples pour montrer comment on fait un adaptateur. Donc, c'est vraiment assez simple à faire. Et puis, pour terminer, même si on est à la bourre, vous avez vu que j'ai mis ici Light et il m'a proposé une action. Et derrière, j'ai un SLM qui est capable, donc un agent, pour le coup, c'est vraiment un agent, qui est capable de faire du fonction calling, donc du tools, sauf qu'il a la décence de me dire est-ce que tu veux le faire ou tu veux pas le faire. Il ne le fait pas automatiquement. Pour l'instant, en tout cas, on a choisi de le faire comme ça. C'est nouveau, donc vous avez vu que moi j'ai un moteur de recherche dans mes settings qui est ici. Donc si je lui demande pointer is small, ah mince, pardon. Il ne faut pas cliquer sur... Ah bah voilà, il me propose même la taille. La taille. Voilà. Faut bien écrire, hein, par contre. Voilà. Et là, il me propose de l'augmenter ou pas. OK. Automatiquement. Donc, il est capable de faire une action. C'est pas Fisilica qui est derrière. Ça utilise bien ma NPU. Et c'est un nouveau langage, modèle de langage, pardon, un nouveau SLM, qui est aussi performant que 3.5, qui fait, selon la doc, 300 tokens par seconde. Et donc, du coup, il est là, voilà, il s'appelle Mu langage modèle. Et aujourd'hui, il est disponible uniquement pour les Windows Settings. Il sera disponible dans Windows API certainement, et ce qui va vous permettre d'avoir un SLM en local hyper frugal et qui permet de faire du function calling, ce que ne permet pas aujourd'hui Fisilica. Donc, je suis obligé de biaiser pour Fisilica. Okay. Donc, Mu langage, qui est sorti, donc, alors Vivek, il l'a posté le 23 juin, qui n'avait pas été annoncé à la build. Voilà, c'est une petite exclue. Et puis, la dernière chose qui a été annoncée à la build, et vous allez avoir tout ce qu'il faut pour faire des agents en local, c'est du MCP on Windows. Et ça, je ne peux pas vous le montrer, je n'ai pas encore accès. Ce n'est pas encore dispo en private preview. Le semantic search, c'est du private preview, donc il faudra demander l'accès. Donc le MCP en Windows, c'est quoi? Donc vous connaissez tous maintenant MCP, je crois, hein, vous en avez discuté en tout cas je sais dans la session de Dominique. Donc il vous faut un host pour héberger le client, il vous faut une registry pour lister en fait et découvrir les différents MCP qui sont disponibles, et puis un host qui va héberger le serveur, avec un proxy bien sûr. Donc tout ça on l'a dans Windows de manière totalement sécurisée. Ce qui va vous permettre de créer une application et de dire que cette application-là est un serveur MCP. Okay, dans Windows. C'est-à-dire que je peux avoir une IA locale. Alors c'est local à local. Hein. Cherchez pas à avoir un agent dans le cloud qui va aller chercher un MCP sur le serveur, sur le local, parce que c'est du HTTP localhost. Okay, mais j'ai un agent local qui a besoin d'appeler un tools, l'objectif du MCP, hein, de façon transparente, ou en tout cas sans devoir créer ce tools. Là, vous avez alors c'est une copie d'écran, hein, vous avez tout ce qui est action photo, donc vous allez pouvoir enlever un background, resizer l'image, faire de la gomme intelligente, ce que vous voulez, avec photo et paint. Vous avez accès au file system et au subsystem Linux avec du MCP Tools, si vous avez besoin de faire des choses sur ces systèmes-là. Et vous avez la possibilité de créer, on le voit, hein, Contoso, votre propre MCP serveur inscrit dans la registry Windows. Et du coup, n'importe quel agent en local va pouvoir appeler ce MCP serveur en local de manière sécurisée. Okay. Donc, il y a toute une liste en termes de sécurité. Pour l'instant, quand on va la mettre à disposition, dans la partie un peu early dev, ça va être assez ouvert. Okay, donc, pas bridé par défaut en termes de sécurité. Mais quand on va le release, on va bien le brider en termes de sécurité, donc pas actif par défaut. Il va falloir faire un certain nombre de choses pour que vous puissiez publier le MCP serveur, etc. Et vous pouvez, je ne sais pas si vous savez, donc vous faites des applications Windows, vous pouvez créer des live action, des actions en fait sur vos fichiers. Donc quand vous faites un clic droit sur un fichier, là par exemple ici, vous pouvez avoir des actions spécifiques. Et bien vous allez pouvoir avoir une action ici qui va être en fait une action d'un MCP. Donc ouais, on redonne un peu de vie, je trouve, aux apps Windows, moi personnellement. Donc retenez donc qu'on aura la possibilité d'avoir des vrais agents. Donc tout ce que je vous ai montré, ça marche avec de la NPU.
On aura des agents qui font du function calling et du MCP en local, full local. Vous avez la possibilité de faire de l'hybride en disant je vais utiliser un agent local, un coup je vais utiliser un agent dans le cloud. On a les frameworks qui permettent de le faire. Vous avez vu une démo du speech full local ici. Je termine juste sur un truc. J'ai oublié de vous dire. Vous voulez prendre votre modèle. Vous avez votre propre modèle et vous voulez la Mistral par exemple ou autre, le convertir pour qu'il fonctionne sur un NPU. Là, je peux prendre mon Phi3, donc je peux créer un nouveau projet. Je vais choisir le modèle que je veux. Ici, on en a quelques-uns dans le catalogue pour l'instant, hein, que je veux transformer pour la NPU. Donc, ouais, il y a du Qwen, il y a du Llama, etc. Je choisis, par exemple, si je suis sur une plateforme Intel, je choisis ça et je run. Ça crée un workflow, ça transforme ce modèle qui fonctionne sur une CPU pour la NPU. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser localement, en dehors de fonderie locale et en dehors de Phi-Silica. Mais dans votre application, vous aurez un modèle spécifique NPU. Donc, le moteur derrière s'appelle Olive et ça vous permet de convertir un modèle CPU-GPU en NPU quand c'est possible, hein, parce qu'on ne peut pas le faire pour tous les modèles.